Je m'appelle Olivia Carter. J'ai 29 ans. Et, il y a quelques jours, mon père a mis fin à toute notre tradition de vacances, en un seul message vocal. Sa voix était plate, presque ennuyée, quand il a dit « Thanksgiving est annulé. Tu vas recevoir des nouvelles de mon avocat. » Pas de bonjour, pas d'explication, juste une menace légale, tombée comme une bombe un mardi après-midi ordinaire. Il y a quelques années, j'aurais rappelé en larmes, suppliant de savoir ce que j'avais fait de mal, me démenant pour réparer les choses, afin que personne ne soit fâché contre moi. Cette fois, je n'ai pas discuté. J'ai fixé l'écran pendant une seconde, j'ai tapé un seul mot au compris et j'ai posé mon téléphone, face contre table. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas pleuré. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Depuis 5 ans, mon nom est lié à une hypothèque de 285 000 €, pour une maison où je ne vis pas. La maison dont mes parents adorent se vanter, mais qu'ils n'ont jamais réussi à payer, sans mon aide. Pendant qu'ils publiaient des photos de familles heureuses et se plaignaient des factures, je versais discrètement les paiements, qui permettaient de garder l'électricité allumée. Cet après-midi-là, après ce message vocal, j'ai appelé la banque et j'ai demandé ce qui se passerait, si je retirais mon nom du prêt. Ils ont consulté le dossier, ont confirmé que j'étais la raison pour laquelle le prêt avait été approuvé au départ, et m'ont dit qu'ils devaient réexaminer les finances de mes parents, de fond en comble. J'ai signé quand même. 24 heures plus tard, mon téléphone s'est éclairé avec 56 appels manqués, et un message terrifié de leur avocat, soudainement désespéré de me parler. Voilà ce qui est arrivé, quand mon père a annulé Thanksgiving, et que j'ai touché à la seule chose, qu'il ne pensait jamais me voir toucher. 3 semaines avant ce message vocal, j'étais assise à la table de mes parents, en banlieue, poussant des haricots verts dans mon assiette, pendant que ma mère racontait à quel point les choses étaient difficiles ces derniers temps. Suzanne, ma mère, poussait ce soupir dramatique qu'elle utilise toujours, juste avant de demander quelque chose. Olivia, nous devons parler de Thanksgiving, a-t-elle dit, en posant sa fourchette, comme si elle annonçait des résultats médicaux. Mon père, Greg, continuait de couper son steak, sans me regarder. Nous avons réservé un chalet dans le Wisconsin, cette année. Ce sera un voyage vraiment spécial. Mais l'endroit est petit, il n'y a de la place que pour 4 personnes. J'ai cligné des yeux, ne comprenant pas tout de suite. 4 personnes, ai-je répété. Elle a hoché la tête, les yeux baissés sur sa serviette. Alors, ce sera moi, ton père, ton frère, et sa petite amie. Tu comprends, n'est-ce pas? Il n'y a tout simplement pas assez de place pour tout le monde. À l'autre bout de la table, mon frère cadet, Tyler, était adossé à sa chaise, faisant défiler son téléphone, comme si rien de tout cela ne le concernait. Greg a fini par lever les yeux vers moi, et a ajouté, de toute façon, tu es toujours débordé par le travail. Cela te donnera le temps de rattraper ton retard. J'ai senti mes joues chauffer. Tu veux dire rattraper le retard sur les factures que je paie pour cette maison? J'ai essayé de garder une voix calme, mais c'est sorti plus sec que prévu. Ma mère a froncé les sourcils, comme si j'avais brisé une règle tacite. Olivia, ne commence pas. Tu sais que nous sommes reconnaissants, a-t-elle dit, même si je ne me souvenais pas de la dernière fois, où l'un d'eux m'avait dit merci. J'ai énuméré les faits quand même, plus pour moi-même que pour eux. J'envoie de l'argent chaque mois pour l'hypothèque. J'ai payé l'électricité quand elle était en retard. J'ai remboursé la carte de crédit de Tyler, quand il l'a plafonnée pour des urgences, qui se sont avérées être des livraisons d'Ordache et des jeux vidéo. Et maintenant, il y a un voyage de vacances, et bizarrement, je suis la seule à ne pas être invitée. Tyler a enfin levé les yeux de son téléphone, en levant les yeux au ciel. La famille est de la famille, a-t-il dit. Tu gagnes plus d'argent que nous. Pourquoi joues-tu à la victime? J'avais envie de rire. Ils parlaient tous de mon travail comme s'il s'agissait d'un petit truc insignifiant. Mais dès qu'ils avaient besoin d'argent, je devenais leur fonds de secours personnel. Je gagne assez pour couvrir ma vie, ai-je dit, pas pour financer celle de 4 adultes. Greg a posé sa fourchette si fort, que les assiettes ont vibré. Tu vis seul dans un minuscule appartement en ville, a-t-il dit. Tu n'as pas d'enfant. Tu n'as pas de vraie responsabilité. Publier des trucs sur Internet pour une start-up, ce n'est pas exactement un travail épuisant. Nous ne t'avons pas élevé pour que tu chipotes sur l'argent, avec ta propre famille. Cela a piqué, plus que je ne voulais l'admettre. Mon travail en marketing digital a empêché cette maison luxueuse de tomber en défaut de paiement, plus d'une fois. Mais pour lui, c'était un passe-temps, pas une vraie carrière. Ma mère m'a lancé ce regard déçu qu'elle affectionne tant. C'est exactement pour cela que nous ne te l'avons pas dit plus tôt. Tu transformes toujours tout en histoire d'argent et de drame. Je l'ai regardée, stupéfaite. C'est moi qui en fais une question d'argent, ai-je répété lentement. Parce que je suis la seule ici,
à traiter l'argent comme quelque chose de réel. La pièce est devenue silencieuse, d'un silence lourd, où chacun se retranche et choisit son camp. Tyler a haussé les épaules et s'est remis sur son téléphone. Greg s'est adossé, croisant les bras. Si tu ne peux pas être heureuse que nous fassions un voyage sans toi, peut-être devrais-tu de toute façon passer ton tour pour ces vacances, a-t-il dit. Nous réglerons les factures. Nous y arrivons toujours. C'est la partie qui m'a fait le plus mal, car je savais que c'était un mensonge. Il ne réglait rien du tout. Il m'appelait. Il me faisait culpabiliser. Ils utilisaient des mots comme sacrifice et loyauté, jusqu'à ce que j'ouvre mon application bancaire, et que je déplace des chiffres, pour boucher les trous qu'ils avaient eux-mêmes percés dans leur propre navire. Sur le chemin du retour vers mon appartement, cette nuit-là, les lumières de l'autoroute se brouillaient sur mon pare-brise, et j'ai réalisé quelque chose qui m'a retourné l'estomac. Ce n'était pas seulement que je n'étais pas invité à Thanksgiving. C'était que je n'avais jamais vraiment été invité dans la famille, du moins, pas en tant que fille. J'avais été invité en tant que solution. Je ne le savais pas encore, mais ce dîner était la dernière fois, où je sortirais de chez eux en me sentant impuissante. La prochaine fois qu'ils pousseraient le bouchon trop loin, je n'allais pas envoyer plus d'argent. J'allais retirer quelque chose. Une semaine après ce dîner, j'étais en pause déjeuner au bureau, faisant défiler machinalement Instagram, essayant d'oublier à quel point l'ambiance était bizarre chez mes parents. C'est là que je l'ai vu. Une photo lumineuse, parfaitement filtrée, est apparue en haut de mon fil. Mon père, ma mère, mon frère et sa petite amie, tous emmitouflés dans des chemises en flanelle assorties, devant un grand chalet en rondin, sous une bannière indiquant « Joyeux Thanksgiving ». La légende disait, tellement reconnaissante pour ce temps passé avec mes personnes préférées. La famille, c'est tout. Mon pouce s'est figé sur l'écran. Personne préférée. La famille, c'est tout. Il y a eu un bourdonnement dans mes oreilles pendant une seconde, comme si j'étais sous l'eau. J'ai zoomé, juste pour m'assurer que je ne manquais pas quelque chose, un indice qu'il s'agissait d'un autre voyage, d'un autre week-end, n'importe quoi d'autre que ce que c'était clairement. Ce n'était pas le cas. C'était le chalet. C'était les vacances pour lesquelles on m'avait dit qu'il n'y avait pas de place. Et ils étaient là, souriant comme une photo de banque d'images pour une famille américaine parfaite, pendant que la personne qui payait leur hypothèque mangeait une salade triste, dans une salle de pause. Une notification est apparue au-dessus de la photo, un SMS de Tyler, et « Tu peux m'envoyer genre 150 €? On est presque à sec pour le retour et ma carte déconne. Le signal est naze ici, alors fais un Venmo rapide, s'il te plaît. » J'ai fixé le message pendant un long moment. Pas de « salut ». Pas de « merci » pour la dernière urgence que j'avais couverte. Pas même une tentative de prétendre que c'était exceptionnel. Juste une exigence, déguisée en faveur innocente. J'ai tapé, effacé, retapé. Finalement, j'ai envoyé « Je ne peux pas aider cette fois. J'espère que vous vous êtes bien amusé. » 3 petits points sont apparus, comme s'il allait argumenter, puis ils ont disparu. Pas de réponse. Quelques jours plus tard, j'ai ouvert Facebook et j'ai vu que ma mère avait publié un long statut. Parfois, les personnes pour qui vous sacrifiez le plus sont les premières à vous abandonner, mais au bout du compte, la famille reste soudée. Les autres, eh bien, ils montrent leur vrai visage. Des émojis de cœur, des mains en prière, une photo d'une couronne d'automne sur notre ancienne porte d'entrée. Les commentaires affluaient, « Tu mérites mieux, Suzanne. » Les jeunes d'aujourd'hui ne comprennent pas la loyauté. Greg et toi êtes des parents incroyables. Ne laisse personne te faire douter de cela. Je n'ai pas eu besoin de demander de qui il parlait. J'ai parcouru le fil, sentant mon visage devenir chaud et engourdi à la fois. Ils m'avaient exclu de leurs vacances, puis s'étaient peints en victime devant un public qui n'en savait pas plus. Dans leur version, j'étais la fille froide et égoïste, qui était partie sans raison. Personne ne voyait les virements intitulés hypothèque, électricité, frais de retard, ou les fils de discussion remplis de « Tu peux m'avancer ça ? Je te jure que je te rembourse », qui ne se concrétisaient jamais. Pour la première fois, au lieu de simplement tout encaisser, j'ai fait quelque chose de différent. J'ai pris des captures d'écran à la publication Instagram avec les personnes préférées, le SMS pour l'essence, le statut de ma mère. Chaque fois que je voyais mon nom apparaître dans un message dégoulinant de culpabilité, chaque fois qu'il transformait mon aide en une obligation, je l'enregistrais. Puis, je suis remonté dans mon application bancaire, faisant défiler des mois et des années de paiement, que j'avais effectués pour empêcher leur vie de s'effondrer. Les chiffres formaient une chronologie, le mois où ils étaient si fiers que Tyler reprenne ses études, le mois où il a abandonné à nouveau, mais a quand même amélioré son équipement de jeu, le mois où mes parents ne pouvaient plus respirer sous leurs factures. Jusqu'à ce que je leur envoie juste assez pour rattraper le coup. En voyant tout cela réuni au même endroit, je n'avais plus l'impression d'aider ma famille. Cela ressemblait à toute autre chose.
Cela ressemblait à un schéma. Cela ressemblait à un piège, dans lequel j'étais entré les yeux fermés, encore et encore, parce qu'ils appelaient cela de l'amour. Assise sur mon canapé ce soir-là, la lumière bleue de mon ordinateur sur le visage, j'ai réalisé que j'en avais fini de jouer le rôle qu'ils avaient écrit pour moi. La prochaine fois qu'ils demanderaient plus, je n'allais pas ouvrir mon portefeuille. J'allais ouvrir une porte, dont ils ne se souvenaient même pas que je détenais la clé. Une fois que j'ai commencé à voir le schéma, je ne pouvais plus l'ignorer. Cette semaine-là, je me suis assise sur mon canapé, ordinateur ouvert et téléphone à côté de moi, et j'ai traité ma propre vie comme un dossier judiciaire. J'ai remonté des années de messages, enregistrant chaque « peux-tu aider juste cette fois » et chaque « on te remboursera quand les choses se calmeront ». J'ai pris des captures d'écran des virements bancaires marqués hypothèque, service public, en retard des montants qui auraient pu couvrir de superbes vacances pour moi, si je m'en étais déjà accordé. J'ai récupéré les SMS de Tyler concernant sa facture de téléphone, son assurance auto, et cette fois où son abonnement de jeu était littéralement la seule chose qui le maintenait sain d'esprit. J'ai même réécouté de vieux messages vocaux, ceux que j'avais supprimés puis récupérés de mes sauvegardes où le ton de mon père passait de doux à tranchant en moins d'une minute, si j'hésitais à dire oui. J'ai tout déposé dans un dossier sur mon bureau, et je lui ai donné un nom ennuyeux, pour que personne ne le remarque en regardant par-dessus mon épaule. Pour n'importe qui d'autre, ce n'était que des données. Pour moi, c'était la preuve que je n'étais pas folle, que ce n'était pas juste une année difficile ou une phase, mais tout un système construit sur ma soumission, à chaque fois qu'il poussait. Quelques soirs plus tard, ma mère a appelé pendant que je préparais le dîner. J'ai failli laisser sonner, mais une vieille partie de moi a quand même décroché. Elle a commencé doucement, posant des questions sur ma semaine, mon travail, si je mangeais assez. Puis elle a soupiré et a dit, « Écoute, ton père et moi venons de recevoir l'avis de taxe foncière. C'est plus élevé que prévu. On se noie, Liv. Nous avons besoin que tu nous aides pour celle-ci, juste le temps de passer les fêtes. » En arrière-plan, j'entendais la télé et le tintement de la glace dans un verre. J'imaginais mon père dans son fauteuil préféré, le golf en sourdine, attendant de voir si son scénario allait encore fonctionner. Pour la première fois, je ne me suis pas précipité pour combler le silence. Non, ai-je dit, et ma propre voix m'a surprise. Je ne paie pas. Il y a eu une longue pause. Pardon, a demandé ma mère. Tu m'as bien entendu, ai-je dit. J'ai repris tout ce que j'ai couvert pour vous ces dernières années. Paiement d'hypothèque, électricité, urgence ceci, urgence cela. J'ai fini. Je ne peux plus continuer comme ça. Sa voix s'est durcie instantanément. Comment oses-tu compter les points, a-t-elle lancé. Nous sommes tes parents. Tu n'aurais même pas ce travail, cette vie, si ce n'était pas pour nous. En arrière-plan, la voix de mon père a résonné plus fort. Mets-la sur haut-parleur. La seconde suivante, il était là, dans mon oreille. Alors maintenant, tu es trop bien pour aider ta propre famille, a-t-il dit. Tu te prends pour une pointure en ville, tu penses pouvoir nous jeter un os quand ça te donne l'impression d'être une héroïne, et le retirer dès que tu t'ennuies? J'ai senti ma main trembler, mais j'ai gardé un ton plat. Je pense avoir assez payé, ai-je dit. Et je pense que si vous avez autant de mal avec une maison que vous ne pouvez pas vous offrir sans moi, vous devriez peut-être parler à la banque, plutôt qu'à moi. Il y a eu un instant de silence stupéfait. Puis il a explosé. Si tu nous tournes le dos, alors ne prends pas la peine de venir pour Thanksgiving, a-t-il crié. Tu veux voir à quoi ça ressemble quand on arrête de t'appeler? Parfait, on en a fini avec toi. C'était une menace si familière, qu'elle ne m'a presque pas touché. La différence, c'est que cette fois, je n'ai pas cherché à arranger les choses. D'accord, ai-je dit calmement. Alors, c'est fini. Ma mère a eu un hoquet de surprise, comme si je l'avais giflé. Mon père a marmonné quelque chose sur l'ingratitude et les avocats, puis m'a raccroché au nez. L'appel s'est terminé, mais pas les tremblements. J'ai regardé mon reflet dans l'écran noir de ma télé, et j'ai vu quelqu'un que je reconnaissais à peine, quelqu'un qui avait enfin dit non. Cette nuit-là, j'ai ressorti un vieil email de la banque, celui de l'époque où nous avions signé l'hypothèque. Mon nom était là, juste à côté de celui de mes parents, le co-signataire avec le bon score de crédit et le revenu stable, le filet de sécurité qui avait rendu possible la maison de leur rêve. J'ai lu les petits caractères 3 fois. J'ai pensé à toutes les fois où il m'avait dit on va trouver une solution, pour ensuite me refiler le problème, et j'ai réalisé la seule chose qu'ils n'avaient jamais imaginé, que je puisse cesser d'être leur filet de sécurité. Je n'ai pas agi à la seconde même, mais l'idée s'est installée dans ma poitrine, comme un interrupteur armé. Alors, quand ce message vocal est enfin arrivé, avec la voix de mon père disant Thanksgiving est annulé. Tu vas avoir des nouvelles de mon avocat, cela ne m'a pas frappé comme il l'espérait. Cela ne m'a pas fait peur au point de rentrer dans le rang.
Cela m'a rappelé qu'il me restait un dernier lien à couper, un mouvement auquel il ne s'était jamais préparé. Et cette fois, au lieu de chercher mon portefeuille, j'ai cherché cet email. Quand ce message vocal a enfin atterri dans ma boîte de réception, cela ressemblait moins à une menace qu'à un feu vert. Thanksgiving est annulé. Tu vas avoir des nouvelles de mon avocat, a dit mon père, de ce ton sec et froid qu'il adore utiliser quand il pense avoir le dessus. Pendant une seconde, j'ai juste fixé la notification, mon pouce survolant le bouton de lecture. Puis j'ai cliqué, j'ai écouté jusqu'au bout, et j'ai senti quelque chose en moi se mettre discrètement en place. Je ne l'ai pas rappelé. Je n'ai pas envoyé de long texte pour me défendre. J'ai tapé et compris, j'ai cliqué sur envoyer, et j'ai ouvert mon ordinateur comme si j'avais répété ce geste 1000 fois. J'ai retrouvé l'email original de l'hypothèque, puis je me suis connecté à mon portail bancaire en ligne, et j'ai ouvert le chat du service client. Quelques minutes plus tard, j'étais au téléphone avec une femme de la banque, lui dictant le numéro de prêt que je connaissais par cœur. Elle a confirmé tout ce que je soupçonnais déjà. Oui, mon nom figurait bien sur l'hypothèque de 285 000 euros. Oui, mes revenus et mon score de crédit étaient la raison de son approbation. Oui, il existait une procédure pour retirer un cosignataire, mais cela signifiait que les emprunteurs restants devaient se qualifier par eux-mêmes. Pour être tout à fait transparente, a-t-elle ajouté prudemment, d'après le dernier examen, il pourrait être difficile pour eux de réussir sans votre profil attaché. Je pouvais entendre l'avertissement sous son ton professionnel. Cela pourrait faire exploser leur situation. Si vous allez de l'avant, ils devront peut-être refinancer, ou même vendre, s'ils ne peuvent pas répondre aux exigences. J'ai dégluti, non pas parce que je doutais de ma décision, mais parce que cela semblait enfin aussi sérieux à voix haute que dans ma tête. Je comprends, ai-je dit. S'il vous plaît, envoyez-moi tout ce que je dois signer. En moins d'une heure, j'avais les documents électroniques dans ma boîte de réception. J'ai lu chaque ligne 2 fois, non pas parce que je n'avais pas confiance en la banque, mais parce que je voulais me souvenir de ce que je ressentais. Pendant des années, chaque signature de ma part avait été une promesse de les secourir. Cette fois, ma signature était une promesse envers moi-même. J'ai signé, j'ai cliqué sur envoyer, et j'ai regardé l'écran de confirmation se charger. Mon nom se retirait de leur filet de sécurité. Le lendemain vers midi, mon téléphone s'est mis à vibrer. J'étais en réunion, alors je l'ai posé face contre table et je l'ai ignoré, supposant qu'il s'agissait d'un spam. Quand je suis sorti une heure plus tard, mon écran de verrouillage était un mur d'appels manqués, mon père, ma mère, Tyler, et un numéro inconnu qui s'est avéré être celui de leur avocat. À la fin de l'après-midi, il y avait 56 appels manqués empilés, comme s'ils essayaient d'appeler pour sortir d'un immeuble en flammes. Un message vocal du numéro inconnu m'a finalement poussé à appuyer sur lecture. Madame Carter, ici Jonathan Hale, l'avocat de vos parents. Je crois qu'il y a eu une sorte de malentendu avec les documents hypothécaires. Vos parents sont extrêmement désemparés. Veuillez me rappeler dès que possible, afin que nous puissions résoudre ce problème avant que la banque ne prenne d'autres mesures. Sa voix était calme, mais on sentait une pointe de tension, ce genre de panique qui saisit les gens quand l'argent et la responsabilité deviennent soudainement très réels. Je ne l'ai pas rappelé non plus. Ce soir-là, mon père a enfreint sa règle habituelle consistant à ne pas laver son linge sale en public. Il a publié un long statut vague sur les enfants ingrats et la trahison, expliquant comment certaines personnes utilisent l'argent comme une arme contre la famille même qui les a élevés. Les commentaires étaient prévisibles comme toujours. Amis et famille élargie se sont précipités, vous avez tout fait pour vos enfants. Vous ne méritez pas ça. Reste fort, Greg. Dieu voit ton cœur. Mon téléphone vibrait avec des captures d'écran que des gens, qui m'appréciaient encore, m'envoyaient avec des messages du genre « Est-ce que ça parle de toi, et qu'est-ce qui se passe ?» J'ai fixé son post, cette narration qu'il essayait de verrouiller avant que quiconque ne puisse voir la vérité, et j'ai réalisé que je n'avais plus à subir cela. J'ai ouvert le dossier sur mon bureau, celui que j'avais construit durant les heures calmes, quand j'avais enfin commencé à traiter ma vie comme une preuve plutôt que comme un drame. Capture d'écran des paiements hypothécaires, virement intitulé paiement maison et électricité. Les suites de messages de Tyler, s'il te plaît, juste cette fois. Les messages de ma mère disant qu'ils allaient littéralement perdre la maison, si je n'intervenais pas. La photo Instagram du chalet avec personne préférée en légende. Le SMS pour l'essence qui suivait son post Facebook sur les gens qui eux montrent leur vrai visage. Tout cela s'alignait pour former une histoire, qui n'avait besoin d'aucun commentaire de ma part. J'ai rédigé ma propre publication, les mains stables, pour tous ceux qui ont vu des posts récents et vagues sur un enfant égoïste abandonnant sa famille, voici ce qui s'est réellement passé. J'ai joint les captures d'écran, masqué les numéros de compte, mais laissé les noms. Je n'ai insulté personne. Je n'ai pas crié. J'ai juste exposé la chronologie, des années de paiement, des urgences de dernière minute,
le voyage de vacances où je n'étais pas invité, la demande d'argent supplémentaire, la menace concernant Thanksgiving, et le message de l'avocat après que j'ai retiré mon nom d'un prêt, sur lequel je n'aurais jamais dû être au départ. Ensuite, j'ai cliqué sur publier et j'ai posé mon téléphone. Cela n'a pas pris longtemps. Les gens qui avaient commenté sous le statut de mon père ont cessé de répondre. Quelques-uns ont carrément supprimé leurs commentaires. Un couple de parents m'a envoyé un message privé, pour s'excuser d'avoir jugé trop vite. Le post original de mes parents a discrètement disparu. La seule chose qui n'a pas disparu, ce sont les appels. Ma messagerie s'est remplie de ma mère pleurant que j'étais en train de les ruiner, de mon père oscillant entre rage et supplication, et de Tyler disant que nous pouvions arranger ça si j'appelais la banque pour signer à nouveau. Mais cette fois, je n'étais pas intéressé par la réparation d'une version de l'histoire, qui les faisait paraître sous leur meilleur jour. Pour une fois, la vérité était dehors, et c'était eux qui devaient ramasser les morceaux. Quelques jours après avoir publié les captures d'écran, mes parents ont enfin arrêté de se cacher derrière des posts vagues et des messages vocaux, et ont demandé à me voir en personne. Le SMS de ma mère disait « Nous devons nous parler face à face. Plus de réseaux sociaux, s'il te plaît. » J'ai choisi un endroit neutre, un café animé en centre-ville, où personne ne pourrait crier sans avoir l'air fou et je leur ai dit que je les verrais là-bas, samedi après-midi. Ce que je ne leur ai pas dit, c'est que j'avais déjà passé un dernier appel à la seule personne de notre famille, qui me traitait encore comme un être humain, plutôt que comme un compte bancaire sur pattes. Quand je suis entré dans le café, mes parents et Tyler étaient déjà assis à une table dans un coin. Mon père avait les bras croisés, la mâchoire serrée. Les yeux de ma mère étaient rouges, comme si elle avait pleuré toute la matinée, et Tyler regardait n'importe où sauf vers moi. Je me suis assise, j'ai posé mon sac sur la chaise à côté de moi, et j'ai attendu que quelqu'un commence. Mon père a bondi le premier. « Ça a assez duré » a-t-il dit. « Tu nous as humiliés en ligne. Tu nous as pris par surprise avec la banque. Tu penses ressembler à une héroïne, mais tu es en train de déchirer cette famille. » Ma mère s'est penchée en avant, la voix tremblante. « Nous sommes sur le point de perdre notre maison, Olivia. Est-ce que tu comprends cela? La banque demande des documents que nous n'avons pas. Ils parlent de refinancement, de paiements plus élevés. Nous ne pouvons pas assumer cela sans toi. » Elle était là. La vérité qu'il n'avait jamais dite tout haut. Je gardais les yeux fixés sur mon café. « Tu veux dire que vous ne pouvez pas vous offrir la maison que vous avez choisie, ai-je dit. La maison que vous avez mise à mon nom, parce que vous saviez que je dirais oui. Vous avez fait dépendre votre mode de vie de ma culpabilité. Ce n'est pas de ma faute. C'est un choix que vous avez fait. » Tyler a fini par prendre la parole, d'une voix ténue. « Liv, écoute, personne ne dit que tu n'as pas aidé. On sait que tu l'as fait. Mais poster tout ça, aller à la banque derrière notre dos. Tu nous as fait passer pour des monstres. » J'ai plongé la main dans mon sac et j'ai fait glisser un dossier mince sur la table. « Je ne vous ai pas fait passer pour quoi que ce soit, ai-je dit. Vous avez fait ça tout seul. Tout ce que j'ai fait, c'est arrêter de le cacher. » À l'intérieur, se trouvaient des copies imprimées des virements bancaires, des messages textuels et des documents hypothécaires. Mon père les a feuilletés, son visage devenant de plus en plus rouge à chaque page. « Tu tenais des registres, a-t-il exigé. Quel genre de fille garde des reçus sur ses propres parents? » J'ai soutenu son regard. « Le genre de fille à qui l'on dit depuis des années qu'elle surréagit, ai-je répondu. Le genre que l'on traite de dramatique à chaque fois qu'elle dit non. J'avais besoin de voir par moi-même, que je n'imaginais rien de tout cela. Il a refermé violemment le dossier et me l'a repoussé. « Tu crois que ça va tenir devant un tribunal » a-t-il lancé. « Tu penses que ton petit récit va impressionner un juge? On peut encore parler à notre avocat. On peut encore t'obliger à... » Une voix calme est intervenue. « Tu devrais faire attention à ce que tu menaces de faire en public. » Nous nous sommes tous tournés. Debout près de la table, son sac au bras et ses lunettes de lecture remontées sur la tête, se tenait ma grand-mère, Evelyne la mère de ma mère, la femme qu'il décrivait toujours comme fragile et déconnectée dès que j'essayais de lui parler d'argent. Ma mère est restée bouche bée. « Maman? Qu'est-ce que tu fais ici » a-t-elle bégayé. Evelyne a souri légèrement. « Olivia m'a invité » a-t-elle dit. Et après avoir vu le dossier qu'elle m'a envoyé la semaine dernière, j'ai pensé qu'il était temps que je voie les choses par moi-même. Elle a tiré une chaise et s'est assise, comme si elle avait tout son temps. Mon père a tenté de se ressaisir. « C'est une affaire de famille privée » a-t-il dit d'un ton rigide. « Nous n'avons pas besoin de t'impliquer dans ce drame. » Evelyne s'est tournée vers lui avec un regard que je ne l'avais vu utiliser que sur des élèves indisciplinés. « Greg, tu m'as impliqué dès l'instant où tu as commencé à utiliser ma petite fille comme ta ligne de crédit personnelle » a-t-elle déclaré.
J'avais des questions quand elle a mentionné aider pour quelques factures. J'en ai eu beaucoup plus, quand j'ai vu la preuve qu'elle porte votre maison sur ses épaules depuis des années. Ma mère a secoué la tête, cherchant à la toucher. Ce n'est pas comme ça, maman. Tu sais qu'on a toujours pris soin de nos enfants. Olivia fait paraître les choses pires qu'elles ne le sont. Evelyne a sorti un jeu de documents pliés de son sac et les a posés sur la table, à côté de mon dossier. Je suis une ancienne directrice d'école, pas une idiote, a-t-elle dit. Je sais reconnaître quelqu'un qui est manipulé, puis puni pour avoir enfin osé se défendre. Je sais aussi reconnaître des gens qui pensent avoir droit à de l'argent qui ne leur appartient pas. Mon père a lorgné les papiers. C'est quoi, ça, a-t-il demandé. Evelyne m'a d'abord regardé. Je t'ai dit au téléphone que j'allais arranger ce que je pouvais, a-t-elle dit doucement. Puis elle a fait face à ma mère. Voici les documents mis à jour pour ma succession, a-t-elle annoncé. La maison en Floride, mes économies, le petit fonds fiduciaire que ton père et moi avions mis en place. Depuis la semaine dernière, tout revient à Olivia. Greg et toi n'êtes plus bénéficiaires. Tyler non plus. Le silence qui a suivi était si lourd, qu'on aurait dit que l'air s'épaississait. Le visage de ma mère est devenu livide. Tu ne peux pas faire ça, a-t-elle chuchoté. Tu ne peux pas nous couper les vivres comme ça. Nous sommes tes enfants. Les yeux d'Evelyne étaient tristes, mais sa voix n'a pas tremblé. Et elle est la mienne, a-t-elle dit, en me désignant d'un signe de tête. Je ne laisserai pas le travail de toute une vie à des gens qui ont prouvé qu'ils sont prêts à utiliser la culpabilité et l'intimidation pour saigner leur propre enfant à blanc. Je ne vous punis pas. Je refuse simplement de récompenser ce comportement. Mon père s'est penché en avant, sa voix descendant dans ce ton aigu et dangereux. As-tu la moindre idée de l'image que cela donne de nous, a-t-il sifflé. Est-ce que tu sais ce que les gens vont dire, quand ils découvriront que nous avons perdu la maison et l'héritage? Evelyne n'a pas scié. Peut-être qu'ils diront enfin la vérité, a-t-elle répliqué, que vous avez construit votre vie sur de l'argent qui n'a jamais été le vôtre. Tyler m'a alors regardé et il m'a vraiment regardé, comme s'il me voyait pour la première fois sans le scénario qu'ils avaient écrit pour moi. Alors c'est ça, a-t-il demandé doucement. Tu t'en vas, et tu nous regardes tout perdre? Je me suis levé, reprenant mon dossier, mais laissant les documents d'Evelyne sur la table. Non, ai-je dit, je m'en vais et je vous laisse gérer les conséquences de vos propres choix. Il y a une différence. J'ai glissé mon sac sur mon épaule et je les ai regardés tour à tour. Vous avez annulé Thanksgiving. Vous avez menacé de faire appel à des avocats. Vous avez dit au monde entier que je vous avais abandonné, alors que vous m'utilisiez discrètement pour maintenir votre vie à flot. J'ai fait une seule chose. J'ai arrêté. J'ai jeté un coup d'œil à ma grand-mère, qui m'a adressé un léger signe de tête, celui qui signifie « vas-y ». Je suis juste derrière toi. La banque fera ce qu'elle a à faire, ai-je ajouté. Si cela signifie que vous devez vendre la maison que vous n'auriez jamais dû acheter, c'est entre vous et eux, pas moi. Ma mère a tendu la main vers la mienne, mais j'ai reculé. Mon père a ouvert la bouche comme s'il allait lancer une autre menace, mais pour une fois, rien n'est sorti. Evelyne a rassemblé ses papiers et s'est levée aussi. Viens, Liv, a-t-elle dit. Nous avons mieux à faire que de rester ici à discuter avec des gens qui ne voient ta valeur que lorsqu'ils ont besoin de ton argent. Tandis que nous sortions du café ensemble, je sentais leur regard me brûler le dos. Pour la première fois de ma vie, je ne me suis pas retourné pour voir s'ils regrettaient. Je n'ai pas cherché à savoir s'ils me poursuivaient. Je les ai laissés assis à cette table avec leur café refroidi, une pile de documents, et un futur qu'ils ne pouvaient plus mettre à mon nom. Dans les semaines qui ont suivi cette réunion au café, tout ce que mes parents avaient essayé d'utiliser pour m'effrayer est finalement devenu réalité, mais pas de la façon dont ils l'attendaient. La première chose qui a disparu, c'est le silence. Pendant un petit moment, mon téléphone est resté allumé par des tentatives de me briser comme il l'avait toujours fait, de longs textes de ma mère disant qu'elle ne pouvait plus dormir. Qu'elle n'aurait jamais imaginé que sa propre fille lui tournerait le dos, de brèves rafales de colère de mon père sur la loyauté et le devoir, disant qu'aucune personne décente ne ferait ce que j'avais fait, et les messages de Tyler, qui oscillait entre culpabilité et marchandage. Proposant de leur parler si j'appelais la banque pour arranger les choses. Je n'ai répondu à presque rien. Je ne les ai pas bloqués, mais j'ai arrêté de traiter chaque notification comme une alerte incendie. Finalement, le bruit s'est calmé. Les gens finissent par manquer d'adrénaline, même quand ils sont en colère. La banque, elle, n'en a pas manqué. Un mois plus tard, j'ai appris par un cousin que mes parents avaient mis la maison en vente. L'histoire qu'ils racontaient à tout le monde était que les taxes du quartier avaient augmenté, et qu'ils réduisaient leur train de vie par choix, mais les détails ont fini par fuiter. Les acheteurs tournaient autour, la société de crédit ne plaisantait pas, et mes parents ont soudainement pris conscience de ce qu'était la vie,
quand les chiffres devaient s'équilibrer sans que je ne les soutienne. La prochaine fois que je suis passé par leur banlieue, juste par curiosité, j'ai vu le panneau à vendre planté dans la cour avant, qu'ils gardaient autrefois comme un château. Le gros SUV que mon père adorait astiquer dans l'allée avait disparu aussi. Quelques semaines plus tard, j'ai vu une photo sur Facebook de mes parents dans un appartement de location beaucoup plus petit. La légende parlait de nouvelles saisons et de simplifier la vie, mais leurs yeux racontaient une autre histoire. Mon père paraissait avoir vieilli de 10 ans. Le sourire de ma mère n'atteignait pas ses yeux. Je ne me sentais pas triomphante. Je ne me sentais pas coupable non plus. Pour la première fois, je me sentais séparé comme si leur choix reposait enfin là où il devait être, entre leurs mains plutôt qu'entre les miennes. Tyler m'a recontacté, cette fois pour me demander d'aller prendre un café, seul. J'ai hésité, puis j'ai accepté, mais seulement dans un lieu public près de mon appartement, où je pourrais partir si cela tournait à nouveau au chantage affectif. Il est arrivé l'air plus fatigué que je ne l'avais jamais vu, des cernes sous les yeux, son sweat à capuche ne masquant pas à quel point il avait maigri. Je n'arrêtais pas d'attendre que tu viennes nous sauver, a-t-il admis, fixant sa tasse. Même après tout ça, une partie de moi pensait que tu surgirais à la dernière seconde pour tout arranger. Quand tu ne l'as pas fait, j'ai compris que c'était peut-être nous le problème, pas toi. J'ai laissé passer un instant. Tu faisais partie du problème, ai-je dit, sans méchanceté. Tu les as regardés m'utiliser, et tu t'es joint à eux. Tu as demandé des choses pour lesquelles tu savais qu'ils ne diraient jamais non, sachant que cela remettait la pression sur moi. Cela a fait mal. Il a hoché la tête, les yeux brillants. Je sais, a-t-il dit doucement. Je ne te demande pas de réparer quoi que ce soit maintenant. Je suis juste. Je suis désolé. Vraiment. Pour la première fois, on aurait dit qu'il l'était non pas parce que la maison ou l'argent n'était plus là, mais parce qu'il comprenait enfin ce que cela m'avait coûté de jouer le rôle qu'il m'avait assigné. Je ne lui ai pas dit que c'était oublié. Ça ne l'était pas encore. Ce que j'ai dit, c'est, si tu veux changer, tu le peux, mais ce doit être ton travail, pas le mien. Je ne suis plus ton plan de secours. Nous avons discuté encore un peu de son travail, du mien, de grand-mère Evelyne et de la façon dont tout avait basculé. En partant, nous nous sommes serrés dans les bras, un geste maladroit, mais authentique. Ce n'était pas un bouton de réinitialisation. C'était une première étape, et j'ai décidé que c'était suffisant pour l'instant. Tout au long de cette période, ma grand-mère m'appelait chaque semaine. Elle s'assurait que mon travail, mon loyer et mon sommeil allaient bien. Nous avons plus parlé en 2 mois que durant les 2 années précédentes. Elle m'a raconté ses rendez-vous avec son avocat, et la façon dont certains parents avaient essayé de lui soutirer des informations. Les subtiles campagnes de pression qui avaient commencé quand la nouvelle de sa succession s'était répandue, elle les avait étouffées avec une fermeté qui m'a fait comprendre exactement comment elle avait survécu 30 ans en tant que directrice d'école. L'argent révèle la vérité sur les gens, m'a-t-elle dit un jour. Tu as vu qui étaient vraiment tes parents, quand ils pensaient te posséder. Maintenant, ils voient qui tu es sans leur chaîne. Ne laisse personne te faire culpabiliser d'avoir choisi la liberté. Au travail, les choses sont devenues plus simples aussi. Pour la première fois depuis des années, mes chèques de paie ne disparaissaient pas dans une maison où je n'habitais pas. Je payais mon propre loyer, mes propres factures, et il m'en restait assez pour bâtir un compte d'épargne qui grandissait réellement, au lieu d'être ponctionné pour la crise de quelqu'un d'autre. J'ai rejoint un groupe de soutien pour les personnes ayant des dynamiques familiales complexes, des gens qui savaient ce que c'était que d'aimer des personnes, qui vous traitaient comme des ressources plutôt que comme des parents. En écoutant leurs histoires, j'ai réalisé à quel point ma situation était courante. Les détails différaient, mais le schéma était le même, des parents, des frères et sœurs, des proches qui utilisaient la culpabilité et l'obligation comme monnaie d'échange, qui appelaient cela la famille ou pour que cela fasse plus mal quand on essayait de dire non. Plus je racontais mon histoire à voix haute, moins elle avait de pouvoir sur moi. Il y avait des moments, bien sûr, où les vieux réflexes revenaient. Les périodes de fête semblaient étranges. Mon fil d'actualité se remplissait de photos de familles joyeuses et de longs posts sur la gratitude, alors que mon propre Thanksgiving était un petit dîner avec quelques amis, et un appel FaceTime avec ma grand-mère depuis sa chaleureuse petite maison en Floride. Parfois, je me demandais si j'étais allé trop loin, si j'aurais dû donner une chance de plus à mes parents, un dernier sauvetage. Mais alors, je me souvenais du ton de la voix de mon père dans ce premier message vocal assuré et froid, si certain que me menacer d'avocat me ferait ramper pour rentrer dans le rang. Je me souvenais du statut de ma mère me peignant en méchante, avant même que quiconque ne sache ce qui s'était passé. Je me souvenais des messages demandant de l'argent pendant qu'il souriait depuis un chalet dont j'avais été délibérément exclu, et le doute s'évanouissait. La leçon qui s'est installée à sa place était simple, mais il m'avait fallu toute une vie pour l'apprendre. La famille n'est pas un laissez-passer pour violer vos limites. L'amour ne signifie pas laisser quelqu'un vous vider jusqu'à ce qu'il ne reste plus rien.
Aider les gens que l'on aime peut être une chose magnifique, mais s'ils ne sont présents que lorsqu'ils ont besoin de vous, s'ils vous punissent chaque fois que vous arrêtez, ce n'est pas de l'amour. C'est de la dépendance déguisée en dévotion. Partir ne m'a pas rendu égoïste. Cela m'a rendu honnête envers eux et envers moi-même. J'ai arrêté de prétendre que le simple fait d'appeler quelque chose famille le rendait automatiquement sain ou sûr. J'ai arrêté de croire que ma valeur se mesurait à tout ce que je pouvais abandonner pour les autres. Si vous vous êtes déjà senti comme le réparateur attitré, celui qu'on appelle que lorsqu'il y a un problème à résoudre ou une facture à payer, je veux que vous entendiez ceci clairement, vous avez le droit d'arrêter. Vous avez le droit de tracer une ligne, de dire assez, même si cela signifie que certaines personnes ne vous pardonneront jamais de ne plus être leur source inépuisable. Vous perdrez peut-être la version de la famille qu'on vous a donnée, mais vous gagnerez quelque chose de plus important, une vie qui vous appartient. En fin de compte, mon père a bien annulé Thanksgiving. Il n'avait simplement jamais imaginé qu'en le faisant, il annulerait aussi son contrôle sur moi. Tout ce qu'il a fallu, c'est changer une seule chose qu'il croyait que je ne toucherais jamais, ma volonté de continuer à payer.